l'huître, pour moi, c'est un patrimoine. Et ça fait vivre toutes les familles autour du bassin de Thau. Pour moi, l'huître, c'est la mer. Ça me fait penser à une citation de Léopold Fargue qui disait « J'adore les huîtres ». On a l'impression d'embrasser la mer sur la bouche. Pour moi, l'huître, ça évoque la minéralité. Quand j'ai décidé de faire un plat à base d'huître, c'est pour l'iode. Pour moi, l'huître, un bijou. Alors ici, on est sur le port du Mont-Blanc. C'est le plus gros port de production de l'Hérault, mais aussi d'Occitanie. Il y a environ plus de 130 ostréiculteurs sur 550 conchiculteurs dans tout le bassin de Thau. Le Mont-Blanc est un lieu un peu magique, un peu mystique. C'est un endroit merveilleux qui est pour nous une atmosphère de travail, mais dans laquelle on vit bien. Alors ici, on est dans le mas de ma sœur et de mon beau-frère. C'était un mas familial, il appartenait au papa de Jean. J'ai commencé dans cette profession il y a environ une quinzaine d'années. Avant moi, il y avait eu mes grands-parents, mon oncle, mais également ma maman qui, elle, travaillait pour la coopérative des conchiculteurs sur Metz. Alors ici, donc, on est en production d'huîtres de Bouzigues. Donc il y a une spécificité en production, c'est que nous, on pend dans l'étang de Thau sur des tables et les huîtres sont immergées constamment dans l'eau. C'est une mode de production qui est complètement différente avec les autres zones puisqu'ils ont le phénomène de la marée, alors qu'ici nous ne l'avons pas. Donc on a une production de plus rapide qu'eux, donc on arrive chaque année à sortir une production à l'inverse de Marennes où il leur faut environ 3 ans pour produire leurs huîtres. Combien? 137 au fil sur celle-là? 156 au fil. 156 au fil. Voilà, ah oui, t'as une sacrée profondeur. Ça fait à peu près 12 kilos par tonne. La qualité de l'huître, c'est surtout que ça soit pas trop serré, que l'eau circule bien entre les cordes, qu'il n'y ait pas trop de cordes sur une perche pour pouvoir justement arriver à faire une qualité d'huître bien charnue, devienne belle, bien ronde. Alors l'huître de Bouzigues a une spécialité, bien entendu, là, ce petit goût de noisette qu'on retrouve évidemment et particulièrement dans l'huître de Thau. Elle est charnue, on ne conçoit quasiment que des spéciales, un taux de chair toujours important. Alors, depuis quelques années, les conchiculteurs se sont diversifiés et on ne fait plus que de la production, puisque bien entendu on a toujours fait les marchés, puisque les ostréiculteurs, surtout du bassin de Thau, vont vendre leur coquillage directement aux particuliers, à peu près de Toulouse à Lyon, sur tout le golfe comme ça du Lyon. Donc les conchiculteurs, dans leurs propres établissements, font une partie de leur production directement en petite dégustation. J'insiste sur la dégustation, puisqu'il n'y a pas de restauration et que dans les zones conchicoles, afin de les préserver, on accepte qu'il y ait de la dégustation et non pas de la restauration. L'élevage a démarré, je crois, dans les années 1800-1850. Pour la petite histoire, c'est un bateau qui transportait des huîtres du Portugal, qui a été obligé de décharger en mer. Il y avait une tempête donc dans le bassin d'Arcachon, ces huîtres. Puis en 70,
1970, donc 100 ans après, là il y a eu une épizootie et les huîtres portugaises finalement ont été décimées en quelques années, donc plus de production. Et puis on a commencé à faire entrer une nouvelle espèce, une huître japonaise. Et donc voilà, ça a commencé comme ça, l'élevage des huîtres qu'on élève tous aujourd'hui finalement, que ce soit à Thau, que ce soit en Bretagne ou ailleurs dans le monde. L'huître la plus élevée au monde, c'est la souche japonaise qui s'appelle la Crassostea gigas. L'histoire familiale a démarré donc en 1950 et quelques via les Barthélemy. Mon père les a rejoints fin des années 50. Il a créé sa petite exploitation. C'était dans les années 60, 62. Et ça a commencé comme ça. Voilà. Bon, moi, je suis arrivé bien plus tard, puisque je suis arrivé en 82. J'avais 16 ans. Après, donc, le bassin de Thau en lui-même, c'est une lagune, hein, donc c'est quand même assez fermé. Donc il y a deux arrivées d'eau de mer, une par Sète, une par Marseillan. Donc il y a un mélange d'eau de mer et d'eau de la lagune. Il y a des eaux douces aussi qui arrivent soit par les urgences, soit par les petits ruisseaux qui alimentent en eau douce. Donc il y a ce mix eau de mer, eau douce qui fait qu'on a une certaine salinité qui est différente de celle de la mer. Les huîtres vont se nourrir avec ce plancton, ce phytoplancton, et donc vont avoir un goût spécifique. C'est pour ça qu'on dit que les huîtres de l'étang de Thau ont le goût de leur terroir, de leur miroir. Mais il n'y a pas que le plancton, il y a tout ce qui est minéral aussi. Par exemple, il va y avoir des fonds qui vont être plus vaseux, des fonds plus sableux, d'autres avec plus de rochers. Donc, et selon en effet la caractéristique du fond, on voit que le goût des huîtres diffère. On a des huîtres qui sont généralement bien charnues, bien grasses et surtout bien croquantes. Je suis la troisième génération de Tarborièche. Donc en Méditerranée, nous n'avons pas de marée. Hein, d'ailleurs, ça a été le frein toute la vie de mon père au niveau des ventes sur les grandes tables de chefs étoilés à Paris tous les ans au mois de septembre à la rentrée. Et donc je crois qu'il s'est posé les bonnes questions en fait, hein, tout simplement. Il s'est dit mais quelles sont les huîtres qu'on va retrouver sur ces grandes tables, sur ces belles tables. Et c'était principalement des huîtres d'Atlantique et non de Méditerranée. Donc là, ils se sont posés les questions. Donc, est-ce que ça peut venir du naissin? Le naissin, c'est les petites huîtres. Non, les naissins, il y a 3 écloseries en France qui alimentent 80 à 90% des ostréiculteurs nationaux. Donc le naissin d'huître vient du même endroit que les huîtres qui sont en Atlantique. L'eau, alors certes en Méditerranée on est un petit peu plus salé qu'en Atlantique, mais c'est pas ce qui fait la grande différence de la qualité d'un produit. Par contre, la vraie différence qu'il y avait, c'est qu'en Atlantique, ils ont les marées naturelles et que nous en Méditerranée, on n'a pas de marée. Donc quand il s'est aperçu de ça, il a sorti une dizaine de cordes de l'eau tous les jours pour vérifier le bienfait de la marée sur les caractéristiques organoleptiques du produit. Et au bout d'1 an et demi, il s'est rendu compte que ces huîtres-là, ces 10 cordes qui sortaient tous les jours, elles développaient des caractéristiques complètement différentes de ce qu'on avait l'habitude de voir sur l'étang de Thau et plus généralement en Méditerranée. Donc on est parti sur un système avec un panneau photovoltaïque de 1 mètre carré, pas besoin d'énormément d'énergie, et un système d'automate qui va nous permettre de piloter à distance via un logiciel qu'on a développé donc par la suite pour pouvoir piloter ces tables individuellement. L'huître, pendant qu'elle va sortir de l'eau, quand elle va être en marée exondée, donc l'exondation, la sortie d'eau, la marée artificielle, l'huître va forcer sur son muscle pour rester hermétique, pour garder l'eau. Parce que si jamais elle perd cette eau, elle meurt, l'huître. Donc elle va tout faire pour pouvoir, elle va contracter son muscle, mais le problème c'est que pour contracter son muscle, il faut qu'elle ait de l'énergie, de la force. Donc quand elle est dans l'eau, plutôt que de filtrer et de fabriquer de la coquille, elle va faire des réserves, cette huître. Le secret est là. Cette nouvelle technologie nous a aussi permis d'améliorer la qualité de notre naissin. Elles vont rester dans ces pernettes environ 6 à 8 mois, jusqu'à ce qu'elles atteignent en gros une taille de
1 à 3 cm. Et c'est là que nous allons récupérer ces bébés huîtres pour aller les coller. Alors le collage, qui est une méthode ancestrale et je dirais traditionnelle et très particulière d'ailleurs en Méditerranée, puisque la Méditerranée c'est le seul endroit où on colle les huîtres une à une sur des cordes avec du ciment. Donc on va venir positionner 2 huîtres l'une à côté de l'autre sur la valve plate, sur une ligne complète qui va faire 2,70 m puisqu'on colle les huîtres sur 2,70 m. Et pour terminer, pour fermer cette boule de ciment et les 2 huîtres qu'on vient de coller, on va rajouter une autre huître sur la valve creuse, sur la boule de ciment. Le système de recréer la marée artificiellement, effectivement, est breveté. Par contre, on va essayer d'aller développer notre savoir-faire dans d'autres endroits en Méditerranée où il n'y a pas de marée pour faire du circuit court, l'impact carbone sur la nature, etc. Donc, la priorité, c'était de faire du circuit court. Donc on est en Espagne, on est en Italie. On aimerait aussi intégrer le Japon, c'est en cours sur cette année. C'est passionnant de changer de lagune pour faire un produit encore d'une autre qualité. Une huître de Bouzigues, je la préfère cueillie sur la corde dans son milieu naturel. Alors l'huître, une pointe de citron à la limite, sinon nature, mais bien sûr avec un petit verre de pique-poux, c'est obligatoire. Ici, on a vraiment un terroir très particulier puisqu'on est vraiment donc au bord de l'étang de Thau et de la mer. Et on a ces influences marines qui sont très très importantes, notamment pour ce cépage pique-poule blanc, qui est un cépage qui est assez tardif. Nous, il faut savoir qu'on commence les vendanges toujours vers le 20 août et le pique-poule, c'est plutôt quelque chose qu'on rentre vers le 15 septembre. Et ces embruns marins qui arrivent tout le mois de septembre, c'est souvent, ça fait énormément de bien et ça permet à la plante d'arriver à maturité optimale. Nous, ici, il fait très chaud l'été. Souvent, les vignes ont vraiment pris un coup de chaud, souffrent. Et en même temps, ces embruns marins, tous les jours, cette humidité qui arrive permet aux raisins d'avoir une super maturité plus tardive et bien équilibrée. Au niveau des techniques donc, de vinification pour le pique-poule, d'abord, au début, on n'a sorti qu'une seule cuvée, donc vinifiée de manière plutôt classique dans des cuves inox. Et puis après, je me suis dit, ce cépage, il est vraiment d'ici, il y a vraiment quelque chose, c'est ici que ça se passe, quoi. Il faut vraiment que tu trouves une manière de vinifier. Donc j'ai fait plusieurs essais, en barrique, bon, ça ne m'inspirait pas plus que ça. L'élevage sur lit, ça lui faisait du bien, mais le côté boisé n'allait pas. Et puis mon oncle a une briqueterie, et donc lui, il fabriquait des jarres pour la décoration. Le problème s'est vite posé de la porosité. On n'arrivait pas à trouver des bonnes porosités. Ça a été, voilà, on a fait des essais pendant 3-4 ans et puis finalement on a laissé tomber, avec sa terre à lui en tout cas ça n'allait pas. Et j'ai trouvé des fournisseurs en Toscane et on a fait des essais et on s'est aperçu que le grès était particulièrement donné des vraiment bons résultats sur le blanc. Les jarres apportent vraiment ce côté beaucoup plus rond, plus minéral, font ressortir la minéralité, quelque chose qu'on recherche beaucoup et qui peuvent s'accorder très bien avec les huîtres. Depuis un an, on travaille donc avec Flory et ça les intéressait d'amener les gens donc à la dégustation de l'huître et donc d'essayer de voir qu'est-ce qu'on arrivait à trouver comme équilibre, qu'est-ce qui nous plaisait moins. Donc ça a été une année d'échange où ils sont venus déguster, on est allé là-bas déguster avec des huîtres, voir un peu qu'est-ce qui était possible, quelle piste il fallait amener. Donc il y a un travail qui est fait et il fallait arriver à le sublimer, quoi. L'huître, elle est ici et ça fait 20 ans que l'appellation pique-poule de Pinet communique sur l'huître, son terroir, c'est la mer. On est au bord de l'étang de Thau, ce qui est vrai et ce qui marche quand même très bien. Donc l'avenir, justement, il est dans des pistes comme ça. Il a d'aller au plus proche de la dégustation pour pouvoir créer des cuvées encore plus élaborées et plus adaptées pour sublimer et l'un et l'autre.
J'ai découvert l'huître de Bouzigues avec ma grand-mère. Quand on descendait de Valence, on descendait tous les étés, on descendait à 7. Et ma grand-mère, voilà, on se posait dans un restaurant, on mangeait les huîtres, quoi. Elle descendait pour ça. La plage, elle s'en foutait. Et c'était l'huître et le pique-poule. Et donc, voilà, c'est comme ça que je découvre l'huître. Et puis après, petit à petit, le cuisinier, lui, amène sa touche. Moi, je peux la travailler grillée, un peu à la japonaise. C'est-à-dire les Japonais ont tendance à manger les huîtres un peu. Ils vont toujours chercher un petit peu de fumée avec l'huître. Ils vont associer le iodé et le fumé. On a travaillé l'aubergine. L'aubergine, on l'a faite fumer. Et on travaille l'huître grillée avec cette aubergine. Et on a eu l'idée d'associer l'aubergine fumée, l'huître grillée avec un tartare de taureau pour rester très gardois. Que maintenant, je suis un gardois d'adoption. Et un des produits phares du Gard, c'est le taureau. Et moi, j'aime beaucoup ces associations terre, mer, l'huître qui vient apporter tout ce côté iodé qu'on peut trouver sur une viande forte comme le taureau, qu'on va associer avec qu'est-ce qu'il y a de plus terreux qu'une aubergine. Enfin voilà, j'adore ça et j'adore jouer avec tout ça. Donc on va faire une huître grillée et on va faire une huître frite, panée et frite. Comme ça, on peut jouer sur les textures. On a des textures différentes sur l'assiette. Là, c'est l'aubergine. C'est une aubergine, par contre, qu'on a fait confire, celle-ci. Pas celle qu'on a fait griller. Celle qu'on a fait griller, on va la presser comme un caviar. On va récupérer le jus et on va utiliser ce jus fumé, un peu rôti. On va l'utiliser pour glacer celle-ci qu'on a fait confire, pour lui apporter encore plus de goût, encore plus de puissance. Et on va passer sur l'huître. On va faire l'huître panée et frites. Donc panée, pareil, hein, on égoutte un peu, on passe dans la farine, on la tapote, on garde un minimum de farine, bien entendu. Hein, le blanc, le jus de bœuf, on égoutte et dans la chapelure. Et hop, direct dans une huile à 150-160. On ne va pas la laisser trop longtemps. On ne veut pas que l'huître soit cuite. On veut uniquement que la chapelure fasse une croûte. Allez, on la sort. Elle est bonne. Et on va commencer à dresser. Cercler notre tartare pour que ce soit joli. On est d'accord. Nos aubergines glacées, un peu de poudre d'algues. Là, on a pris du riz, on l'a cuit comme un risotto. On l'a assaisonné donc avec du vinaigre de riz un petit peu sucré. Tout ça pour nous rappeler un produit d'ici, mais travaillé différemment. Ce même riz trop cuit mixé, on l'a passé aussi un petit peu avec un peu d'encre de sèche au four pour en faire une tuile. Sur l'aubergine, on rajoute l'huître grillée. Et sur le tartare, on rajoute notre huître frite. Et on va terminer avec notre sirop d'aubergine qu'on a réduit comme un sirop. Tout simplement, on n'a rien rajouté. Et pour apporter encore un peu plus de cette aubergine fumée. Très bon, une bonne saveur, on retrouve quand même toutes les saveurs. Voilà, c'est ce qu'on veut. Mais moi, avant toute chose, quand j'utilise de l'huître sur un plat ou quand j'ai décidé de faire un plat à base d'huître, c'est pour l'iode.
c'est pour le côté, c'est ce côté marin. Peut-être la Uzès, à un moment donné, quand je me dis, bah, tiens, je vais mettre une huître sur un plat ou en entrée, c'est peut-être parce que d'un coup, ça me manque un peu d'embrun. J'ai besoin de ça. Moi, c'est ce que je recherche d'abord. Après, on va venir rajouter plein d'autres petites choses par rapport à l'endroit où tu te trouves, par rapport à un autre produit que tu as travaillé avant, par rapport... Donc pour moi, il n'y a rien à proscrire, c'est juste comment, qu'est-ce que tu veux apporter avec l'huître dans ton plat? Ou est-ce que c'est l'huître le produit central? Et à ce moment-là, qu'est-ce que tu vas amener pour valoriser cette huître ou pas? Actuellement, par exemple, je suis sur une recette justement où on utilise vraiment ce terroir sétois. On va utiliser un bouillon à base de sèche. On va utiliser des morceaux, des petits cubes de sèche. On va sublimer le côté iodé par la salicorne, par l'algue, par la poudre de plancton marin. On est bon. On est bon? Allez. Il y a des gens qui disent « Ah, j'ai eu l'impression de plonger dans la mer ». Bon, ça c'est super. Une fois qu'on a bien dégusté et que finalement il ne nous reste plus que la coquille intérieure, finalement la nacre à analyser, et là on s'aperçoit vraiment de la qualité de la coquille. On voit une nacre qui va être très très blanche déjà, il n'y aura pas de reflets, de marbrure, il n'y aura pas de défaut de coquille en fait, il y aura pas de... C'est aussi bien la forme que la qualité de la nacre qui est importante. Alors c'est vrai que quand on a constaté avec Romain cette vraie différence, on ne s'y attendait pas vraiment. Nous on voulait faire des belles huîtres avec un bon taux de chair et très vite, dès la première année, dès la première année, on a dit mais elles sont belles. Avant de dire elles sont bonnes, le premier effet c'est elles sont belles. C'est beau, donc on ne va pas les jeter. On ne peut pas les jeter, c'est un objet, c'est beau. Donc oui, en effet, on s'est dit mais qu'est-ce qu'on pourrait faire de ce coproduit? C'est un coproduit. Plusieurs solutions. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a plusieurs filières qui permettent de valoriser les coquilles d'huîtres. Alors, c'est souvent des valorisations industrielles, donc il n'y a pas une vraie valeur ajoutée. Alors, je crois qu'aujourd'hui, on peut faire de la peinture blanche avec les coquilles d'huîtres. On peut faire de la nourriture animale, notamment pour la volaille. On en a gardé chaque année, donc toutes les occasions étaient bonnes, hein. Donc on les a gardées, stockées, jusqu'à en faire en effet des quantités assez importantes au fil des années. Et c'est de là qu'on a eu cette idée de la valoriser, cette coquille, via les cosmétiques ou les compléments alimentaires. L'avenir de l'huître de l'étang de Thau, pour moi, elle a tout son intérêt, elle a toute sa place. Je pense que aussi bien les conchyliculteurs préservent leur milieu, on ne travaille plus comme avant, on fait très attention à l'environnement. Pour moi, l'avenir de l'huître, c'est d'arriver à créer une différence de saveur aux quatre coins du monde et de les rassembler sur un même plateau pour faire découvrir le fruit de mon travail. Pour rester dans un point de vue purement gastronomique, on l'a vu ces dernières années, l'huître de Bouzigues est en plein essor. À travers l'innovation, à travers la force de la nature, de faire évoluer les espèces, l'huître, je pense, est promu à un grand avenir et ça fait des milliers d'années, voire des millions d'années qu'on en mange. Et je crois qu'on pourra manger encore pendant des millions d'années.